Merci Madame la Présidente. Je vais commencer par remercier les deux oratrices qui se sont exprimées au début et à la fin, qui ont fait qu'on a bien démarré et bien terminé. D'abord la présidente du groupe Île-de-France Rassemblée, Florence Portelli, qui a tout de suite dit la réalité des chiffres et la réalité de la situation dans laquelle on est. La réalité, encore une fois, de l'effort que fait peser injustement sur nous, parce que nous sommes bien gérés, eh bien l'État. Et puis la réalité, malheureusement ça n'a pas été entendu ensuite par les orateurs qui lui ont succédé, du fait qu'il n'y a pas d'argent magique. Et j'ai l'impression que là aussi, c'est un constat que nous ne partageons pas malheureusement collectivement. Il n'y a pas d'argent magique. Et on a fini avec l'intervention d'Élodie Ducrot, que je veux vraiment remercier parce qu'elle a rappelé d'abord la méthode. Je vois d'ailleurs que personne n'est revenu dessus, sur le principe de voter un budget prudent, un budget où nous nous réservons la possibilité, si les nouvelles étaient moins pires qu'annoncées, si j'ose dire, eh bien, de réallouer des moyens supplémentaires. Nous l'avons fait, je tiens à le rappeler, en 2025. Contrairement à ce que j'entends, nous l'avons fait en débloquant des moyens supplémentaires, après un budget prudent, un budget sérieux. Eh bien, sur le logement précisément dont on parle depuis tout à l'heure, tout le monde semble avoir l'oublié, sur les copropriétés dégradées, où nous avons débloqué un certain nombre d'opérations qui étaient en attente et sur lesquelles l'intervention de la région faisait levier. Je parle là de 10 millions d'euros. Je pourrais parler de la même manière du logement étudiant, où là aussi nous avons débloqué des moyens supplémentaires en cours d'année, et ainsi de suite. Et donc, je crois que la méthode qui a été rappelée est la bonne méthode, une méthode réaliste qui tient compte des enjeux, des éléments dont on dispose et non pas de ce que nous aimerions dans un monde idéal. Et quand j'entends certains orateurs parler d'austérité, d'abord, je veux vous dire que rien dans les chiffres qui vous sont présentés ne vous permet d'utiliser ce terme, qu'ensuite, et là on voit bien qu'il y a une volonté de trafiquer les termes du débat, parce que je vous invite à aller voir ce que c'est que l'austérité dans les pays qui l'ont vraiment subi, et qui ont en général subi des politiques d'austérité précisément parce que c'était votre politique, la politique de gauche que vous décrivez depuis tout à l'heure dans les orateurs de l'opposition, qui a été menée et qui a conduit ces pays non pas au bord du gouffre, mais au fond du gouffre sur le plan financier et qui ont ensuite dû subir des politiques de coupes budgétaires. Parce qu'il faudra m'expliquer où vous voyez des coupes budgétaires quand on n'a jamais autant investi, ce que personne ici ne conteste, ce que la Chambre régionale des comptes établit elle-même. Elle le dit très clairement que nous avons les dépenses d'équipement les plus élevées de toutes les autres régions. Et je le redis ici simplement, si je prends l'exemple sur le seul investissement dans les lycées, c'est x3 par rapport à ce qui était encore fait en 2015. On triple ce qui est investi dans les lycées. Si vous appelez cela l'austérité, alors je ne sais plus quoi vous dire. Et si je reprends, parce que je souhaite vraiment que durant ce débat budgétaire, on ne laisse rien passer. Rien passer des mensonges et des contre-vérités dont on nous assène et qu'on nous répète à longueur de temps pour essayer de dévoyer la réalité de la politique qui est menée ici courageusement par la présidente de la région et par sa majorité. Je veux d'abord dire à M. Orgebin, d'abord que je trouve ça toujours très étonnant de nous dire que nous menons une politique d'austérité mais qu'on emprunte trop. Et donc, il faudra savoir à un moment, est-ce qu'on dépense trop et donc on emprunte trop, ou est-ce qu'on mène une politique d'austérité et de coupe et donc c'est qu'on ne dépense pas suffisamment. C'est l'un ou l'autre. Je dois d'ailleurs dire que j'ai été extrêmement surpris de votre défense appuyée en commission des finances, un peu moins ici, à la politique menée par le gouvernement. Puisque vous m'avez expliqué, je ne veux pas trahir votre pensée, mais que le Dilico ce n'était pas si grave, que son doublement était tout à fait supportable. Vous avez d'ailleurs parlé ici de pleurnicherie, arguant que ce que nous disions n'était pas réel, et donc de voir M. Orgebin autant en soutien d'une politique qui pèse autant sur les collectivités territoriales, eh bien je vous laisse la responsabilité de ces contradictions-là. Mais une chose est sûre, là aussi vous ne pouvez pas dire des contre-vérités. D'abord, je conteste totalement l'utilisation du terme, mais là aussi ça fait partie de vos méthodes, de ce terme extra-légal. Parce que j'aimerais vous dire que tous les amendements que vous avez déposés sont des amendements extra-légaux, au sens où ce sont des choses que vous nous demandez qui n'ont rien à voir avec nos compétences, que nous ne sommes pas tenus de faire. Et donc quand vous utilisez ce terme, évidemment à dessein, s'agissant des lycées privés, je veux vous rappeler qu'il s'agit ici de 1% de l'investissement de la région dans nos lycées. 1% seulement pour 20% de l'effectif de nos lycéens qui ont pourtant une égale dignité avec ce principe que vous contestez, c'est votre droit, du respect de la liberté scolaire et du choix des familles. Et donc, il ne faut pas essayer de trafiquer ainsi les termes du débat. De la même manière, la présidente de la région vous a anticipé votre critique sur les places de formation sanitaire et sociale. Si le gouvernement compense, comme il s'y était engagé, le Ségur de la santé, eh bien naturellement que le très fort sera maintenu. Mais il n'y a pas, comme l'a dit Florence Portelli, il n'y a pas d'argent magique. Et la seule chose que nous demandons à l'État, c'est de cesser de faire peser ses efforts sur nous. Je pourrais dire la même chose à Mme Malézé. J'ai beau essayer d'avoir
d'opposer les arguments de manière objective. Madame Malézé, les tarifs de la cantine n'augmentent évidemment pas de 33%. Nous avons eu cet échange en commission des finances et vous maintenez ce chiffre qui est évidemment un mensonge. Ce chiffre-là, vous le déduisez de la hausse des recettes de la cantine. Je le redis, nous avons eu l'année dernière près de 4 500 lycéens supplémentaires dans nos cantines scolaires. Preuve d'ailleurs que nos cantines sont appréciées, puisqu'on a de plus en plus de lycéens et de familles qui y souscrivent. Preuve du fruit de cette politique menée par James Chiron qui produit ses résultats sur la qualité aussi des produits, de l'alimentation, de la restauration dans nos cantines. Et donc, les tarifs de la cantine augmentent de 1,91%. 1,91%, ce n'est pas 33%. Et bien sûr, je le redis, pour la 5e année consécutive, la première tranche est gelée. Mais vous répétez ainsi les mêmes mensonges sur la privatisation des transports, dont je vous rappelle que c'est un cadre réglementaire européen et que s'il vous déplaît, il faut vous présenter aux élections européennes, gagner la majorité au Parlement européen et vous faire nommer à la tête de la Commission européenne. Mais que dans l'attente, c'est un cadre qui nous est imposé et dont d'ailleurs je conteste totalement l'analyse que vous faites que sur la formation professionnelle dans le secteur de Yasmine Camara, qui vous a répondu en commission des finances, qui est venu vous le dire, je le redis ici, il n'y aura pas un effort moindre de la région en 2026 qu'en 2025 en matière de formation professionnelle. C'est un mensonge. Et s'il y avait des doutes et des inquiétudes à lever, je note que nous avons eu cet échange avec le Césaire. Je parle sous le contrôle de son rapporteur et que l'argument a été intégré, que l'avis du Césaire en tient compte. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des chiffres et des éléments objectifs que l'on vous donne si vous êtes soucieux sincèrement de la réalité et de la qualité de notre débat régional? Donc je le redis très clairement, il y a eu un changement avec la fin du prix qui est repris par France Travail, par délégation de l'État et donc tout cela n'occasionne pas une moindre offre de formation professionnelle en Ile-de-France. Côté région, nous sommes au rendez-vous et il n'y a pas de désengagement de la région sur ce secteur, et singulièrement pas à la hauteur de ce que vous indiquez. Je veux remercier Madame Takila, parce que malgré nos divergences, et d'abord je la remercie pour la qualité des débats que nous avons en commission des finances, nous sommes en divergence sur beaucoup de choses, mais je note que nous avons des débats qui peuvent être constructifs, qui sont dits de manière pragmatique, quels que soient nos désaccords, et j'ai effectivement avec vous ce désaccord sur la politique menée par l'État aujourd'hui, sur laquelle, dont je considère moi qu'elle sacrifie l'avenir au présent et en conséquence qu'elle sacrifie aussi les collectivités bien gérées qui portent des politiques publiques absolument structurantes, eh bien, à la faveur d'un court-termisme qui malheureusement ne réglera rien, mais néanmoins on peut échanger ces débats sans anathème, sans insultes, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure dans la bouche notamment de monsieur Hamon, à qui je veux dire que je préfère là son intervention à ce qu'il disait tout à l'heure, mais qu'en l'occurrence, nous avons toujours les mêmes désaccords. La faute à Huchon, la faute à Macron, je pourrais dire c'est la faute à Hamon aussi bien. Parce que c'est vraiment la faute d'une idéologie, voilà, qui nous a conduit, qui a conduit notre pays dans le mur et qui a conduit cette région jusqu'en 2015 à être en défaillance sur ses compétences obligatoires. Je le redis, sur les lycées, nous n'avions jamais sous-investi. Avoir aujourd'hui des leçons de morale de la part des orateurs de l'opposition, quand nous avons récolté 200 lycées en état de vétusté totale. Est-ce que vous contestez ce chiffre? Il est établi. Nous avons réduit, grâce à la présidente de la région, cette vétusté de 3,5. Nous l'avons divisé par 3,5. Je l'ai dit, près de 2 lycéens sur 3 qui sont dans un lycée neuf ou rénové. Est-ce que vous contestez ce chiffre? Quand j'entends dans la bouche de M. Chiban qu'il n'y a pas de plan pluriannuel d'investissement, 6 milliards 600 millions d'euros, M. Chiban, le plan le plus important jamais porté par une collectivité, le deuxième plan d'investissement national après l'État, après le Grand Paris Express, est-ce que vous contestez ce chiffre? Ce sont des réalités qui sont établies et il ne suffira pas de répéter des mensonges pour les faire disparaître. Et je pourrais ainsi poursuivre les exemples. Ils sont nombreux. D'abord sur l'irrecevabilité, M. Chiban. Parce que moi, j'aime bien les débats toujours sur la méthode. Et on a pris le temps en commission des finances de répondre à tous vos arguments ainsi que vous l'aviez demandé. Et c'est tout à fait normal. Mais sur l'irrecevabilité, que tout le monde soit clair. Vous avez gagé des amendements sur les loyers du siège. Ça veut dire que vous avez proposé des dépenses supplémentaires en nous disant que vous n'aviez qu'à le prendre sur l'argent des loyers. C'est-à-dire que vous nous avez proposé littéralement d'arrêter de payer les loyers que la région doit au titre des baux qu'elle a souscrits. C'est quand même une drôle de conception du débat budgétaire. C'est quand même
facilité démagogique qui vous caractérise. C'est quand même une manière de prendre les choses singulièrement à la légère en disant il n'y a qu'à aller prendre l'argent là où on ne pourrait pas le prendre en réalité. Et ça montre bien que l'argent magique n'existe pas et que si nous sommes jugés au bout de 10 années de mandat, l'opposition aussi peut être jugée au bout de 10 années d'opposition. Et je note qu'au bout de 10 années d'opposition, vous n'êtes toujours pas à la hauteur du sérieux aujourd'hui qui devrait caractériser nos travaux. Voilà la réalité. Je pourrais multiplier les exemples et redire à M. Hamon qui a cette préoccupation légitime sur le logement. Qui a porté ici, et nous sommes allés au bout, des 100 quartiers innovants et écologiques dans le secteur de Jean-Philippe Dugoin-Clément, que cette politique a porté la création nouvelle par la région de 120 000 nouveaux logements. Est-ce que là aussi c'est un chiffre que vous contestez? Est-ce qu'en matière de logement étudiant, vous contestez la réalité que grâce à cette politique-là, la région a financé près de plus de 19 000 logements étudiants en 10 ans? Voilà la réalité des chiffres et il ne suffira pas là aussi de répéter les anathèmes pour les contester. Donc, quand vous dites, Monsieur Hamon, que nous sommes dans un imaginaire du XXe siècle, mais vous êtes dans un imaginaire du XIXe siècle, puisque vous êtes toujours dans cette rhétorique de la lutte des classes, de la fracture, de la décroissance, cette lecture des choses qui fait qu'en réalité, vous refusez de voir la réalité telle qu'elle est, et vous la voyez simplement telle que vous aimeriez qu'elle soit, mais ça n'est pas une bonne politique publique que de prendre ses désirs pour des réalités. Et puis je dirais simplement à M. Germain d'abord que je conteste ce qu'il dit sur les fonds européens, mais là aussi, M. Germain, contestez-vous que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, nous étions au niveau 4, le niveau le plus bas en matière de qualité de traitement des fonds européens, et que nous sommes, grâce à la politique menée, grâce aux efforts réalisés, montés au premier niveau, au niveau 1, celui d'une gestion dite robuste par les auditeurs et par la Commission européenne. Et donc là aussi, M. Germain, vous nous reprochez qu'il n'y ait pas de centrale nucléaire en Ile-de-France. Je ne vois pas très bien ce que vous nous proposez de faire. Mais quand, par contre, vous nous parlez du pass Navigo, pardon, c'est un peu fort de café. Parce que quand vous avez fait le pass Navigo unique en laissant un trou, je m'en souviens très bien, de plus de 400 millions d'euros dans son financement, quand vous avez laissé nos transports dans l'état de dégradation dans lequel ils étaient, quand il n'y avait même pas de caméras dans les rames de quasiment tout le réseau de transport francilien, et quand on a découvert à l'occasion, malheureusement, des attentats de 2015, et je me souviens d'une discussion de la présidente de la région, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qu'il n'y avait pas de caméras dans les transports. Vous vous rendez compte dans quelle situation vous avez laissé les transports quand il y avait des lignes qui n'étaient pas électrifiées, avec des petits gris, dans des départements comme la Seine-et-Marne, que vous considériez être peut-être des citoyens de seconde zone. Ça, c'était la réalité. Et dire qu'en 10 ans, ce travail n'a pas été fait, qu'en 10 ans, nous n'avons pas rénové considérablement l'offre de transport, la qualité du matériel roulant, prolongé tout un tas de lignes, que nous allons récupérer en exploitation le Grand Paris Express. Et tout, donc ce secteur qui est porté par Grégoire de Lasteyrie, il aura lui aussi l'occasion de vous répondre point par point, parce qu'on ne laissera pas dire dans ce débat budgétaire des contre-vérités. Et puis, si moi je voulais faire des comparaisons, vous le savez, je l'ai déjà fait, j'assume de le faire, il faut qu'on compare aussi des collectivités entre elles. Et oui, la trajectoire financière dans le même temps de la ville de Paris, elle est extrêmement préoccupante. Ça, c'est une trajectoire qui devrait ici vous alerter. Parce que si vous poussez ici des cris d'orfraie sur la dette régionale, que dire d'une dette de la ville de Paris qui est, accrochez-vous bien, chers collègues, 7 fois supérieure. Une capacité de désendettement qui est de 32 ans, quand nous sommes à 6 années ici. Je sais que ça vous déplaît, je sais que vous voulez me faire taire, je sais que vous ne voulez pas qu'on puisse le dire. Vous pouvez hurler autant que vous le voudrez, mais la gabegie financière de la ville de Paris devrait appeler de votre part des commentaires bien plus virulents, devrait appeler de votre part une mobilisation extrêmement forte. 6 années de capacité de désendettement ici, 32 ans à Paris, 7 fois plus de dettes par habitant, 7 fois, et vous venez ici nous donner des leçons de morale. Pardon de vous dire que vous êtes pris là aussi au piège de vos contradictions, pour ne pas dire de votre hypocrisie. J'en finirai simplement pour dire à M. Durox, pour le Rassemblement national, d'abord que je suis heureux de l'entendre, puisque dans tout ce débat budgétaire, c'est la première fois que j'entends le Rassemblement national s'exprimer, et donc je suis heureux de connaître sa position. Je dois dire néanmoins que je n'ai pas totalement compris cette position, puisque vous avez l'air de faire une grande confusion entre le débat national et le débat régional. Je vous rappelle d'ailleurs que les élections régionales n'auront pas lieu en 2027, mais en 2028, et que ce que vous avez l'air de reprocher à l'État, vous n'en tirez pas la conclusion s'agissant de notre débat budgétaire.
et donc que les raccourcis que vous pouvez faire ne changent pas la réalité de deux politiques radicalement différentes, puisque ici, nous avons fait des économies de fonctionnement, nous avons réduit la débureaucratisation, nous n'avons évidemment pas augmenté la pression fiscale, et de toute façon, nous n'avons pas d'autonomie fiscale, mais nous ne l'avons pas fait, y compris dans ce qui dépend de nous, que nous sommes allés chercher des vraies économies structurelles sur le fonctionnement pour les remettre sur l'investissement. Et quand je vous entends parler de désindustrialisation, pardon de vous dire que si je n'entends pas votre voix ici, je l'entends malheureusement à l'Assemblée nationale, et que ce sont bien vos députés qui ont voté main dans la main avec la gauche 35 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Et si vous pensez que ça va concourir à la réindustrialisation du pays, je dois vous dire que là aussi je vous laisse la responsabilité s'il vous plaît, de vos contradictions. De toute façon, Madame la Présidente, je m'en tiendrai là, puisque je note que malheureusement, comme d'habitude, dès qu'il y a une caméra, nos débats sont beaucoup plus virulents que ce qu'on peut avoir dans nos différentes commissions thématiques et en commission des finances. Je pense que malheureusement, nous n'accorderons pas à nos positions quand nous avons des réflexes idéologiques et une volonté aussi forte de la part de l'opposition régionale de réécrire l'histoire et de nier simplement la réalité des chiffres qui a été établie. Cette réalité, moi je la connais, nous la connaissons, les élus ici de la majorité régionale la connaissent et je pense que les Franciliens la reconnaissent. La reconnaissent en voyant le chemin parcouru, la reconnaissent en plébiscitant l'action de la présidente de la région, je vous le rappelle, dans tout un tas d'enquêtes, la reconnaissent quand ils voient les rames rénovées pour cette seule année, je parle sous le contrôle de Grégoire de Lasteyrie, 1000 bus supplémentaires pour cette seule année. Nous avons réalisé il y a quelques années la plus grande commande de bus électriques d'Europe, 3000 bus. Donc n'allez pas ici contester la réalité de ce que les Franciliens, eux, peuvent voir sous leurs yeux au quotidien. Nous allons poursuivre cette politique qui est courageuse. Je veux rendre hommage à la présidente de la région pour sa constance et pour sa ténacité, malgré les anathèmes et malgré les mensonges. Et je crois que c'est vraiment ce que les Franciliens attendent de nous. Je vous remercie. Bravo, monsieur Nassou.